RFM Midi. RFM Midi. Merci de suivre les programmes de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi, l'heure du grand journal. Georges Béteillé. Au sommaire, fond force Covid-19, les auditions démarrent à la haute cour de justice. Ndeye Saly Diop Dieng devant la commission d'instruction ce lundi. Les 4 autres anciens ministres dans la tourmente attendent leur tour. Dialogue national, la nouvelle responsabilité entre dans l'arène. Les partisans de l'ancien Premier ministre Amadou Ba vont faire savoir leur vision dans ces concertations. Les réformes institutionnelles du nouveau régime, le conseil juridique du chef de l'État lève un coin du voile, entre autres le remplacement du Conseil supérieur de la magistrature par un Conseil supérieur de la justice, le renforcement des pouvoirs du Premier ministre. Nous en parlerons d'ailleurs dans Point de vue avec nos deux intervenants. Les séries de meurtres ces derniers jours, elles relancent le débat sur le retour de la peine de mort. Reportage à suivre dans ce journal. À suivre également la page internationale avec Anna Rocha, les sports Malal Junior Diagne et la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Ali Mouba sur la partie technique de ce grand journal. Bienvenue à toutes et à tous. Georges Béteillé. La Haute Cour de justice se penche sur la gestion des fonds force Covid-19. La commission d'instruction entame ses auditions ce lundi après la mise en accusation de 5 anciens ministres. C'est Ndeye Saly Diop Dieng qui ouvre le bal d'ailleurs. Dans les jours à venir, Moustapha Diop, Mansour Faye et Aïssatou Sophie Gladima seront entendus. Ces 5 anciens ministres ayant servi sous la présidence de Macky Sall sont poursuivis devant la Haute Cour de justice pour des infractions financières présumées dans le cadre donc de la gestion des fonds destinés à la lutte contre la pandémie de Covid-19. En direct de la Cour d'appel de Dakar, Boubacar Dieng, bonjour. Bonjour Georges, bonjour à tous. Qu'est-ce que l'on peut retenir de cette comparution de Salimata Diop prévue ce lundi devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice? Oui Georges, d'abord il faut retenir que l'ancienne ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants est arrivée ici à la Cour d'appel de Dakar où se tient son audition vers les coups de 11 heures. Ndeye Saly Diop Dieng est accompagné d'un avocat et de ses militants, mais aussi de quelques membres de sa famille. Pour le moment, on ne saurait dire si l'audition a démarré ou pas, mais selon la presse du jour, elle était convoquée à 11 heures, l'heure à laquelle elle est arrivée ici donc à la Cour d'appel de Dakar. Rappelons que Georges, la responsable du parti, de l'ancien parti au pouvoir, donc qui est actuellement dans l'opposition, doit apporter la lumière sur des présomptions graves de complicité de détournement de deniers publics d'un montant de 52 millions de francs CFA. D'après le rapport de la Cour des comptes, cette somme a été dépensée sans pièce justificative valable. Donc, le ministère de la Famille avait reçu donc en ces temps-là 150 millions de francs CFA des fonds force Covid-19 donc pour la riposte contre cette virus qui était arrivé au Sénégal au mois de mars. Et d'après le rapport de la Cour des comptes toujours, des aides et secours avaient été versées à des personnes ayant les mêmes prénoms, les mêmes noms de famille, des numéros de carte de nationalité d'identité similaires et parfois la même adresse pour des montants différents évalués au total à la somme de 52 223 300 francs CFA. Et donc, Ndeye Saly Diop Dieng doit répondre de ces accusations-là à l'Assemblée nationale lors de la séance plénière pour la levée de son immunité parlementaire. Elle avait réfuté ces faits-là. Elle avait dit qu'il s'agit maintenant de 44 millions de francs CFA au lieu de 52 après avoir fait des calculs concernant cette somme. Le rapport de la Cour des comptes nous apprend aussi que le DAGE a dit que ces dépenses, il les avait effectuées sous les ordres donc, de la ministre Ndeye Saly Diop Dieng, donc qui était ordonnateur des crédits à ces temps-là, raison pour laquelle il a fait ces dépenses-là, donc d'un montant de 52 223 300 francs CFA, somme pour laquelle donc, elle est poursuivie aujourd'hui et doit répondre à ces accusations-là ici devant la commission d'instruction donc, de la Haute Cour de justice où nous sommes actuellement au Palais de justice de Dakar, plus précisément à la Cour d'appel. Merci Boubacar Dieng. Notez également que le chroniqueur Abdounger est déféré au parquet. Il a été placé en garde à vue à la cybersécurité dans une nouvelle affaire autre que le dossier de diffusion de fausses nouvelles qui lui vaut la prison.
À midi, 5 minutes, la nouvelle responsabilité de Amadouba va participer au dialogue national sur le système politique. Cependant, les camarades de l'ancien Premier ministre soulignent que ces concertations ne doivent pas se limiter uniquement à la réforme du système politique. Ils insistent pour que les discussions abordent aussi des questions économiques et sociales afin de répondre aux attentes des populations. Par ailleurs, ils s'insurgent contre ce qu'ils qualifient d'acharnement ciblé contre des dignitaires de l'ancien régime dans le cadre du processus de reddition des comptes. Pour eux, cette démarche doit se faire dans le respect des principes de justice et d'équité. Écoutons à ce propos Zahra Iyantiam, membre du comité de pilotage de la nouvelle responsabilité, au téléphone avec El Hadj Ndiogoudienne. En bon républicain, nous estimons qu'à chaque fois qu'il y a un dialogue national, non seulement il faut être présent, mais nous pensons et nous invitons à élargir les thématiques autour des questions économiques et autour des questions sociales. Parce qu'en définitive, c'est ça qui intéresse le pays. Maintenant, sur le système politique aussi, il y aura des choses à dire. Nous les dirons au moment, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le président Amadou Ba, qui a occupé plusieurs stations au niveau de ce pays-là, quand même, a une claire vision des éléments traités, lui et ses camarades. Donc, nous défendrons des positions comme ça. Nous ne serons pas dans le nihilisme. Il ne s'agit pas de s'opposer pour s'opposer, mais il s'agit de s'opposer de manière responsable à chaque fois que le gouvernement posera des actes qui vont dans le sens de l'intérêt des populations. Nous appuierons, nous accompagnerons. À chaque fois que c'est le contraire également, nous alerterons et nous estimons que cette traque qui a l'allure de règlement de compte, vous avez tous vu que notre camarade Ndeye Saly Diop Dieng, mais également d'autres camarades anciens ministres ont maillé à partir avec la justice. La justice ne doit pas être instrumentalisée, les règlements de compte politique ne doivent pas avoir lieu et ce sont des éléments qui ne sont pas de nature à avoir un climat, en tout cas propice à la participation, à la réflexion collective. Le chantier institutionnel s'ouvre avec fermeté et méthode à quelques jours de l'ouverture du dialogue sur le système politique. Sidi Alpha Ndiaye, ministre conseiller et bras droit juridique du président Bassirou Diomaye Faye, lève un coin du voile des grandes lignes des réformes à venir. Le professeur Sidi Alpha Ndiaye s'est dévoilé hier à l'émission Point de vue de la RTS que Mohamed Ali Mouba a suivi et résumé pour vous. D'abord, la justice. Le Conseil supérieur de la magistrature va changer de nom et de visage. Il deviendra le Conseil supérieur de la justice, une instance élargie à des universitaires et à des membres de la société civile. Objectif selon Sidi Alpha Ndiaye, plus de transparence, plus d'équité. Professeur Sidi Alpha Ndiaye, conseiller juridique du président de la République. Le président va rester, monsieur. Ah oui. Le président va rester et le Conseil supérieur de la magistrature sera un Conseil supérieur de la justice, à l'image de la Cour constitutionnelle, pour que la société puisse s'inviter dans les délibérations du Conseil supérieur de la magistrature. Côté pouvoir exécutif, le rôle du Premier ministre aux côtés du président Sidi Alpha propose qu'en l'absence du chef de l'État, que ce soit lui qui préside le Conseil des ministres. Un symbole fort d'un rééquilibrage, selon lui, des pouvoirs en cours. Il faut renforcer les pouvoirs du Premier ministre, le couple présidentiel primatorial. Ça touche aussi bien l'Assemblée nationale, ça touche les autres pouvoirs, ça touche une répartition beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus transparente. D'accord. Il y a 2 voies pour réviser la Constitution. Ça se fera où exactement? Au Parlement ou par la voie référendaire? Ça, c'est une question qui appartient exclusivement au chef de l'État. Enfin, une autre nouveauté d'envergure se profile. La création d'une Cour constitutionnelle distincte de la Cour suprême. Une manière, selon le juriste, de clarifier les compétences et de renforcer l'état de droit. Une Cour constitutionnelle déjà élargie de par sa composition. On passerait de 7 membres à 9 membres. Mais cet élargissement-là, c'est pour prendre en compte une préoccupation qui est l'ouverture dans les mois de nomination. Pourquoi ne pas inviter d'autres sensibilités? Mais au-delà des annonces, certains observateurs s'interrogent. Ces réformes marquent-elles une volonté réelle de rééquilibrage des pouvoirs ou un simple habillage juridique d'un pouvoir déjà déplacé vers la primature? Car dans les faits, c'est bien le Premier ministre Ousmane Sonko qui occupe le devant de la scène, impulse les décisions majeures et incarne l'autorité. Une configuration qui interroge dans un régime présidentiel où l'essentiel du pouvoir est censé rester entre les mains du chef de l'État. Ce paradoxe soulève
soulève une question stratégique. Réforme-t-on les institutions pour les adapter à une réalité de fait, le pouvoir, la primature, ou prépare-t-on un retour du pouvoir à la présidence dans la perspective d'une éventuelle élection de son cours en 2020? Car si le balancier institutionnel est aujourd'hui incliné vers le Premier ministre, certains craignent qu'il ne bascule dans l'autre sens dès qu'un nouveau président fort sera élu. Un jeu de vase communicant qui, au fond, perpétuerait une personnalisation du pouvoir sous couvert de réforme. RFM 94.0, la radio en puissance. Les séries de meurtres qui secouent le pays ces derniers jours plongent les Sénégalais dans la stupeur et l'inquiétude de Fatick Cambour en passant par Tambacounda. L'horreur de ces actes violents s'installe dans les esprits. À Dakar, la peur est palpable et le sujet ne laisse pas indifférent. Entre appel à un renforcement des dispositifs de sécurité et débat sur le retour de la peine capitale, les citoyens interpellent les autorités sur le rôle dans la protection des vies humaines. Reportage de Oumou Kalsomli dans les rues de Dakar. Ibrahima est sur sa moto, stationné tout près de la route, le temps de prendre son café. Il est sous le choc en apprenant ces derniers temps par les médias la série de meurtres. Ce jeune homme craint pour sa sécurité. L'État doit renforcer la sécurité dans les quartiers. Je pense qu'il faut penser aux caméras de surveillance dans les grandes artères de la ville. Les agressions sont de plus en plus fréquentes et c'est même très risqué de sortir la nuit. Samba Ndiaye habite à la rue 11, angle Corniche. Il impute la faute aux parents et demande à l'État de sanctionner sévèrement les auteurs de ces actes ignobles. Si quelqu'un est en train de nuire la société, il faut le mettre à de nuire. Mais on ne laisse pas les gens en train de tuer les gens, de prendre leur argent, de les agresser et on les laisse avec un impunité totale. Il y a une autre chose aussi. Les parents doivent éduquer leurs enfants à bas âge dans les maisons. Parce que tout ce qui se passe dans les quartiers, ça se reflète dans les maisons. Mais c'est l'administration qui doit corriger les Sénégalais en leur posant des sanctions sévères et lourdes. Pourquoi ne pas ramener la peine de mort? Parce que si quelqu'un tue, ils savent qu'on va le tuer, il va se ressaisir. C'est au rond-point Sam que nous rencontrons Ibou Issa Pouy, livreur. Il se dit dépassé par la situation et appelle à plus de tolérance de la part de chacun. Les gens ne sont plus tolérants, à mon avis. Dans les couples, on ne se parle plus, on ne se respecte plus. Je pense que ça aussi, c'est un problème qu'il faut peut-être adresser. L'État ne peut pas régler cette situation-là s'il ne prend pas à bras le corps le phénomène, parce que c'est un phénomène social. La recrudescence des agressions et des meurtres continue de faire les gros titres. Sous le choc, les citoyens appellent les autorités à assumer pleinement leurs responsabilités en déployant les mesures nécessaires pour rétablir la sécurité dans les quartiers. À Tivavone, les accidents dus à des installations électriques non conformes se multiplient dans le département, surtout lors des événements religieux. Électrocution, incendie, électrisation entre autres. Face à ces drames répétés, la protection civile et le comité sénégalais de la sécurité des usagers de l'électricité ont initié une remise à niveau. Une sélection d'électriciens de la région suit une formation à la maison de la jeunesse de Tivavone pour mieux respecter les normes de sécurité. Cheikh Anta Diop. Ils sont au nombre de 95 électriciens venus de Ngaïméré, Mboro, Mewan et de Tivavone. Ces jeunes s'activent dans le secteur de l'électricité depuis des années, mais ils sont formés pour rehausser leurs compétences, les aider à mieux comprendre les normes. Lamine Fall, le coordonnateur des régions du comité sénégalais de la sécurité des usagers de l'électricité. Je suis venu au niveau de Tivaouane il y a un an de cela. Maintenant, on a constaté que lors des visites sur le terrain, qu'il y a quelques soucis sur les non-conformités. Donc, pour permettre aux artisans de mieux comprendre la norme, les points de contrôle. C'est pourquoi on a dit maintenant il faut vraiment aller sensibiliser les artisans électriciens et leur permettre vraiment de faire une remise à niveau. La non-conformité des installations constitue un frein et peut entraîner des accidents graves. Il y a les risques d'électrocution, les risques d'électrisation, même les risques d'incendie dans les maisons qu'on constate souvent et même partout dans les marchés. La passion a été déterminante pour ces jeunes électriciens. Selon Babacar Diallo, cette formation est très utile. Certains électriciens n'ont pas fait la formation. C'est pour cela que beaucoup d'accidents, c'est dû à ça. Une initiative que le comité sénégalais de la sécurité des usagers
chargé de l'électricité souhaite élargir pour lutter contre la recrudescence des incendies provoqués souvent par la non-conformité des installations. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, à midi 15 minutes, lutte contre le VIH-Sida. L'hôpital régional de Fatick est désormais équipé de la machine M2000 utilisée pour le dépistage précoce du VIH, jusqu'ici disponible uniquement à Dakar. Cet appareil multifonctionnel est en cours d'installation dans les régions grâce au ministère de la Santé et à son partenaire Sotelmed. Les premières régions bénéficiaires sont Diourbel, Fatick et Ziguinchor. Aminata Goudiaby. L'appareil M2000 est conçu pour lutter efficacement contre le VIH. Il permet un dépistage précoce de la maladie et un suivi médical optimal. Maguette Ndoye, chef de la division de lutte contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles. Cet appareil s'inscrit dans les engagements du pays à éliminer le VIH. Cette machine permet d'atteindre le premier 95 qui consiste à voir 95% des malades VIH par le diagnostic précoce des enfants que nous offre la machine, permet d'atteindre le troisième 95 qui consiste à supprimer la charge virale chez 95% des malades VIH. À travers les contrôles de dosage CD4, ça permet d'arriver à ce résultat-là. Des infections telles que l'hépatite, la tuberculose et même le cancer du col peuvent être diagnostiquées précocement par cet appareil. Pape Mondoumbe Ndiaye, chargé de partenariat et qualité à la société Sotelmed. C'est un appareil qui permet de faire le suivi des hépatites. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cas d'hépatite au Sénégal. Avec les banques de sang, on tourne autour de 12%. L'autre élément, c'est que cet appareil peut aider dans le suivi du cancer du col. On peut l'optimiser. Pour un coût global de 81 millions de francs CFA, cette machine de dernière génération est une première à Fatick. Elle va à coup sûr participer au renforcement du plateau technique de l'hôpital. Dr Abasso, responsable du laboratoire et de la banque de sang de l'hôpital régional de Fatick. Avant de nous épargner certaines sous-traitances que nous faisions pour satisfaire toujours les besoins des populations. Dakar dispose de 4 appareils M2000. Celui de Diourbel a été installé il y a quelques jours et après Fatick, la région de Ziguinchor sera dotée. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. RFM, partout. Tout le temps. Arsounou Momel alerte sur l'hivernage 2025. L'organisation paysanne appelle à la diligence dans la distribution de semences de qualité. Son président invite l'État à auditer les campagnes agricoles passées pour une meilleure préparation. Bassirouba, en marge d'une rencontre préparatoire au siège de Arsounou Momel à Kaffrine. Il est au micro de Ndayawabe. Nous avions très tôt alerté sur les milliards injectés dans le secteur de l'agriculture, mais sans grand effet sur les paysans. En 2019, déjà, nous avions écrit à l'OFNAC, mais au niveau du parquet judiciaire, rien n'a encore bougé. Dieu merci, l'État a mis cette année une rallonge de 10 milliards de francs CFA, mais on doit veiller sur cet argent. En plus, les opérateurs doivent aussi respecter leur cahier de charges. L'État doit alors voir plus clair sur la vraie destination de ces fonds, car les agriculteurs sont en train de souffrir. L'année passée, 7 tonnes 500 kg de sable ont été relevés. Nous lançons un appel aux nouvelles autorités. On taxe de saboteurs, mais je précise que personne, je dis bien personne, ne peut nous empêcher de faire correctement notre travail. L'actualité internationale. Bienvenue Anna Rocha. Merci beaucoup Georges Détier. L'actualité internationale que nous démarrons par l'ouverture ce lundi en Guinée d'un forum sur l'avenir de la presse. Le forum est organisé par la haute autorité de la communication. Il doit aboutir à des recommandations en vue d'un exercice libre mais responsable du journalisme en Guinée. Selon RFI, ce forum intervient alors que la presse guinéenne connaît de grandes difficultés. Awambaye. 3 ans maintenant que les autorités ont retiré les agréments aux 3 principaux médias audiovisuels privés de la Guinée, FIM, Espace et Dioma. Le gouvernement guinéen, dominé par les militaires, a interdit 4 radios et une télévision privée très suivie dans le pays depuis mai 2024. Le journaliste Habib Marouane est porté disparu depuis maintenant 6 mois. Il dirigeait le journal Le Révélateur 2024. Il a été enlevé le 24 décembre 2024. Cette situation est d'autant plus inquiétante que l'année 2025 doit s'achever avec l'organisation des élections, rappelle Diamal Pandessa, le secrétaire général des professionnels de la presse, joint par RFI.
Anna Rocha, grosse colère des Ivoiriens après la signature d'une convention entre l'État ivoirien et Corsair. Une convention qui doit permettre aux personnalités et à leurs familles de voyager avec Corsair à coût réduit. Dans ce partenariat signé avec la compagnie aérienne française, il est également question de pouvoir se soigner à des tarifs préférentiels à l'hôpital américain de Paris. Un partenariat très mal accueilli par l'opinion publique ivoirienne. Les précisions à Abidjan de Gobia Yabi. Au cours du JT de 20h de la chaîne nationale, la Kandia Camara, présidente du Sénat, s'est félicitée de la signature de cette convention. Pour elle, c'est une avancée majeure pour faciliter les déplacements des fonctionnaires de haut niveau et leurs soins en France. Les conventions que nous venons de signer avec la compagnie Corsair portent sur des réductions des coûts des billets d'avion, opèrent à des tarifs préférentiels sur les lignes de Corsair, tant pour les voyages professionnels que privés, en plus de permettre aux officiels ivoiriens et à leurs familles de voyager à moindre coût. Nous nous félicitons également de ce partenariat qui leur offre l'opportunité de bénéficier de prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. Après la diffusion de l'élément, les réseaux sociaux se sont enflammés. Les citoyens dénoncent une nouvelle manifestation des privilèges d'élite dans un contexte de vie chère et de précarité sociale. Une pétition a même été mise en ligne par les internautes pour demander la résiliation de ce partenariat. En effet, la ligne intercontinentale d'Air Côte d'Ivoire qui prévoit d'ouvrir dans quelques mois vient d'être ostensiblement boycottée par les autorités ivoiriennes au profit d'une concurrente. Elles avouent par ailleurs la désuétude des centres hospitaliers qui restent finalement bâti pour le bas peuple. Et toute cette autoflagellation se passe sous les yeux du chef de l'État qui avait bien promis que la Côte d'Ivoire surprendrait l'Afrique et le monde. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. À Gaza, 2 millions de personnes sont affamées. C'est ce qu'a déclaré ce matin encore le chef de l'Organisation mondiale de la santé. Hier soir, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé qu'Israël allait autoriser l'entrée à Gaza d'une quantité de base de nourriture. Aujourd'hui, il a précisé que des pays amis lui avaient dit de ne plus pouvoir soutenir la poursuite de la guerre si des images de famine de masse répondait. Le premier ministre israélien a par ailleurs déclaré qu'Israël allait prendre le contrôle de toute la bande de Gaza. Et puis la Russie interdit les activités d'Amnesty International. Le parquet général russe a déclaré l'ONG de défense des droits humains indésirable. Selon le communiqué du parquet relayé par RFI, le siège d'Amnesty à Londres est le centre de préparation de projets jugés russophobes mondiaux financés par, disent-ils, les complices du régime de Kiev. Merci Anna Rocha pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Avec nos deux intervenants, Jean-Louis Correa, juriste enseignant à l'université numérique Cheikh Hamidou Khan et rapporteur du comité scientifique des assises de la justice, et Baba Garba, président du forum du justiciable. Nous allons parler des grandes réformes institutionnelles envisagées par le nouveau régime, le régime de Bassirou Diomaye Faye, qui ont été annoncées par son conseiller juridique hier sur la télévision nationale. La création d'une cour constitutionnelle, la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante et la réforme du Conseil supérieur de la magistrature qui sera remplacé par un Conseil supérieur de la justice. RFM Sport. Malal Junior Diagne avec ses bouts de papier, bonjour. Bonjour Georges. Alors Malal, la page des sports, quelle prise en charge pour les joueurs de la Ligue 1? La Ligue 1, surtout sur le plan médical et au niveau cardiaque également, avant et pendant la compétition. La question a été posée ce matin à Dr Yacoub Aïdara, médecin de la Linguère de Saint-Louis. Cela donc suite après le décès de jeune Fadjouf Ndiaye, ancien capitaine de l'Union sportive de Ouakam. Dr Yacoub répond qu'il va falloir répondre et respecter ce protocole pour assurer la sécurité des joueurs.
avec le championnat professionnel. Avant le début du championnat, on fait le CG d'abord, fait la visite médicale, plus particulièrement le CG. Et si le cardiologue trouve une anomalie, il va pousser les examens pour faire l'écho-cœur et d'autres examens complémentaires. Bon, ça, c'est fondamental pour le football professionnel ici au niveau du Sénégal. En milieu de saison aussi, si vous avez les moyens de refaire aussi le CG 3 ou 4 mois après, au milieu du championnat, ce serait mieux aussi pour les joueurs. Maintenant, le problème ici, avec nos footballeurs-là, des fois, ils traînent des maladies maltraitées, soit la grippe ou un poly maltraité, et puis coûte que coûte, ils veulent rejouer. Et ça peut être fatal pour un footballeur. Quand on est malade, on doit rester au repos pour mieux se soigner avant de reprendre les entraînements, éventuellement même de jouer au football. Lutte Malal Kaolack a remporté le drapeau du chef de l'État. En battant l'équipe détentrice du trophée Dakar sur le score de 3-2 à la finale hier à Ziguinchor, une victoire mûrement préparée par tout Kaolack, nous dit Mam Kor, président du comité régional de gestion de la lutte. Il est avec RFM ce matin. Cette victoire a été la victoire d'un groupe, d'une équipe. Nous avons géré cette campagne dans l'inclusion, en identifiant, en répertoriant tous les acteurs clés de la lutte dans la région. Et cela nous a permis de déplacer une 50aine de personnes à Ziguinchor. Donc cette victoire, c'est une victoire d'une équipe résolument engagée vers l'atteinte de cet objectif-là, derrière lequel d'ailleurs nous courons depuis très longtemps. C'est la première fois que Kaolack gagne le drapeau du chef de l'État par équipe. Qu'est-ce qui a été déterminant? La préparation, la détection, la mise en œuvre. Tout ceci a participé véritablement à l'atteinte de l'objectif. Nous parcourons les séances de lutte nocturne dans la région et nous identifions à chaque fois des espoirs et nous les suivons. S'ils confirment, on les retient. Je vous apprends que de l'équipe de l'année dernière, il ne reste que Papia Sorso. Tous les autres, c'est des novices que nous avons pris dans l'Embapat. C'est Kaolack qui s'est mobilisé autour de son équipe. Et cela lui a permis véritablement d'avoir ce résultat-là. Comment jugez-vous le niveau de la compétition? Le niveau a été assez relevé, malgré l'absence de ténors. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut s'interroger. Pourquoi les ténors, de plus en plus, refusent de participer au drapeau du chef de l'État? Les mises sont-elles minimes? Le facteur mystique joue-t-il? Il y a autant d'interrogations qu'il faut peut-être se poser et essayer de trouver avec le CNG les réponses. Voilà, Georges, c'est tout pour les sports. Merci, Malal Junior Diagne. La revue de presse de ce lundi 19 mai 2025, lecture et commentaires Mohamed Ali Mouba. Bonjour. La controverse toujours autour de la visite de Ousmane Sonko au Burkina Faso. La presse bruit ce matin d'une visite aussi commentée que controversée, celle du Premier ministre au pays des hommes intègres. Une rencontre avec le capitaine Traoré qui suscite des salves de réaction entre fascination et inquiétude. Et voilà Bougane Gueye Dany resté silencieux, vous le savez, ces derniers temps, qui signe un retour tonitruant. Et quel comeback à bas les raccourcis lance-t-il dans Tribune en dénonçant ce qu'il qualifie l'alignement farfelu d'Ousmane Sonko sur des régimes putschistes. Ambiance électrique et débats enflammés, le journal Les Échos poursuit le débat avec Babacar Gaye, ancien du PDS. C'est une grosse erreur, dit-il. Maître Amadou Ali Khan prouve lui que c'est plus que gênant de voir un général face à un capitaine qui a acquis le pouvoir par la force. Pour les deux, le Sénégal doit rester à l'avant-garde démocratique et non s'accrocher au dernier wagon d'apprentis dictateurs de la sous-région. Pendant ce temps, une pluie de manches s'abat sur un monument de la gauche sénégalaise qui dit à révérence un départ de la scène politique après plus de 40 ans de présence, de bataille acharnée au service de la démocratie. L'antigène Savané, Landine Savané, qui part avec le sentiment d'avoir accompli sa part de la mission, énonce sexuellement Vox Populi. Sud Quotidien constate que c'est un hommage national qui lui a été rendu ce week-end, mais un hommage panafricain aussi. Parmi le Gotha venu lui témoigner sa reconnaissance, Maître Elhadji Diouf Talla-Sylla, Elhadji Momar Samb, Omar Sarr, ancien du PDS, le témoignage remarqué de Talla-Sylla dans le journal Sud Quotidien. Ceux qui sont restés ou qui restent sur la scène politique continuent de se battre. Les dossiers judiciaires, l'heure des comptes pour les anciens ministres, et cela démarre par les auditions dès aujourd'hui devant la Haute Cour de justice. La reddition des comptes. Le journal L'Évidence note que c'est Ndeye Saly Diop qui ouvre le bal ce matin. Jour de vérité pour l'ancien ministre de
Macky Sall. Elle fera face à la commission d'instruction sous pure source. Pour Direct News, le compte à rebours commence. En attendant, Mansour Faye, Aïssatou, Sophie Gladima, Moustapha Diop, entre autres. Le journal Point Actu se penche pour sa part sur le tête-à-tête entre Ousmane Sonko et Harouna Dia. Un tête-à-tête qui pourrait faire tout basculer. Selon plusieurs sources, les déboires judiciaires de Macky Sall et de Samuel Sarr, ancien président de West African Energy, figurent au cœur des entretiens. Abdoulaye Daouda Diallo pourrait participer au dialogue à la suite des tractations discrètes en cours et sa présence pourrait être une pièce maîtresse du nouveau jeu politique. Le journal note qu'Amadouba sera présent aussi. Conséquence, note le journal Le Quotidien, ça risque d'être tout sauf la paire et Tierno Alassane Sall, car la nouvelle responsabilité, le PIT ou encore acte d'Abdoul Mbaye se sont ajoutés à la liste des participants. Et cette défection ce matin d'Anta Babacar Ngom qui lâche le FDR, l'opposition. Le journal Walfadri note qu'Anta a pris ses distances, les raisons du départ de la fille du mania du poulet. Elle dit dans l'Observateur, nous ne pouvions pas continuer dans un cadre où les frontières idéologiques sont devenues floues. En première page du journal Enquête, dossier Tabaski 2025, la psychose du mouton dans les foyers à 17 jours de la fête. Éleveurs et acheteurs vivent un grand stress, cherté de l'aliment de bétail, transport, insécurité, peur de mévente. Les éleveurs interpellent l'autorité. Kies Matam Kaolak sont lui la grande incertitude sur les moutons de la sous-région. Retour sur les mesures incitatives du gouvernement. À lire dans le journal Enquête. Tabaski, toujours un homme mystique qui braque la caisse d'épargne Tabaski des femmes de Fatick. 6 millions et des tissus importés. La victime retrace le film des événements. Elle dit, mon bourreau m'a remis un billet de 2000 francs prétextant acheter du savon. C'est en lui remettant sa monnaie qu'il a pris ma main. J'ai senti qu'il me faisait des massages. C'est à ce moment-là que j'ai répondu à toutes ses demandes. Il m'a demandé de lui donner la caisse de notre épargne Tabaski et les tissus que je vendais en ligne et je me suis exécuté. Il est immédiatement sorti de ma boutique et je l'ai suivi. Il a fait un détour et remis le butin à un autre homme avec un turban sur la tête. Et puis ce week-end macabre, 2 jeunes poignardés à mort à Tiwawan et Mbour, un homme qui tue son épouse à Fatick. Le journal sur ça rapporte tous ces drames et rapporte aussi ce décès tragique de Fayouf Ndiaye, capitaine de l'US Ouakam. Confidence d'un dirigeant de club, il dit après son malaise sur le terrain, Fayouf disait qu'il avait vraiment très froid. Il avait demandé à voir son père qui venait au stade chaque fois regarder ses matchs. Après, on lui a mis de la pommade sur le corps. Il s'est couvert le corps. Il a rejoint le banc 10 jours après la pause. C'est par la suite qu'il a été reconduit au vestiaire où Fayouf est finalement décédé. Bonne nuit à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À 12h32, on en arrive à point de vue sur les réformes institutionnelles annoncées par le conseiller juridique du président de la République. Pour en parler, Jean-Louis Correa, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes juriste enseignant à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane et rapporteur du comité scientifique des assises de la justice. Babacar Ba est également avec nous, président du Forum du justiciable. Bonjour Babacar. Alors, je le disais tout à l'heure, le conseiller juridique du chef de l'État a annoncé des réformes institutionnelles, la création d'une cour constitutionnelle qui va remplacer donc le Conseil constitutionnel, la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante et une réforme du Conseil supérieur de la magistrature qui sera transformé en un Conseil supérieur de la justice. Alors, Jean-Luc Correa, je démarre par vous. Ces réformes annoncées par le conseil juridique du chef de l'État à quelques jours du démarrage du dialogue national sur le système politique, est-ce que l'on ne peut pas dire qu'on a coupé l'herbe sous les pieds des participants, ceux qui ont en tous les cas annoncé leur participation au dialogue national sur le système politique, même s'il y a certains partis qui ont dit qu'ils vont en tous les cas boycotter ces concertations. Ndiogou, merci pour cette Georges Détié Diop plutôt. Oui, Monsieur Diop, merci beaucoup pour cette question. Je ne saurais répondre. Je ne saurais répondre à la question de savoir si on leur a coupé l'herbe sous les pieds. Par contre, ce que je puis dire, c'est que certaines décisions qui ont été annoncées
permettent dans une certaine mesure de couper la poire en deux, notamment sur la question du Conseil supérieur de la justice, parce que sur cette question-là, il y a une transaction qui est faite entre le Conseil supérieur de la magistrature et la haute autorité de la justice, qui était une recommandation des assises nationales. Et donc sur ce point-là, oui, il y a une volonté de couper la poire en deux. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Même si le président maintient sa présence au sein du Conseil supérieur de la magistrature, un sujet qui fait débat et qui a été également une promesse des nouvelles autorités avant qu'elles n'arrivent au pouvoir. Oui, effectivement, c'était une promesse. Et d'ailleurs, si je rappelle les assises nationales, le débat qui était en question était de savoir si le président devait ou non rester dans le Conseil supérieur de la magistrature. À cette question, les magistrats étaient clairs. Ils disaient, et ils ont fait une note en ce sens, ils disaient que le président devait rester dans le Conseil supérieur de la magistrature. La société civile, de façon globale, était pour une sortie du président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, dans le même temps, dans la recommandation 30, il me semble, des assises, il était question de créer une haute autorité de la justice qui regrouperait tous les acteurs de la justice, qui serait une institution de nature constitutionnelle, en tout cas de valeur constitutionnelle pour être plus précis, qui permettrait à tous les acteurs de la justice d'avoir leur mot à dire sur le fonctionnement de la justice. Et quand je dis les acteurs, c'est non seulement les acteurs avocats, greffiers, etc., mais également la société civile. Et je pense que la transaction qui est ici trouvée, le juste milieu qui est trouvé, c'est de mixer un peu le Conseil supérieur de la magistrature et la haute autorité de la justice en y gardant le président de la République, mais en quoi faisant également en passant de magistrature à justice pour pouvoir intégrer dans ce nouvel organe tous les acteurs de la justice. La justice n'est pas seulement l'affaire des magistrats, en y intégrant les avocats, les greffiers, les notaires, etc., mais en permettant également à la société civile d'intégrer ce nouvel organe. Et c'est en cela qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, cette volonté-là d'ouverture vers la société civile, vers des acteurs non magistrats, et cette volonté d'avoir un mix entre le Conseil supérieur de la magistrature et la haute autorité de la justice, bien que cet organe soit toujours présidé par le président de la République. Je reviens à vous dans un instant, Jean-Louis Correa. Babacar Ba, je vous poserai la même question que Jean-Louis Correa. Vous êtes le président du Forum du Justiciable. Ces annonces du conseil juridique du chef de l'État, est-ce que ça ne pose pas problème à quelques jours de l'ouverture du dialogue national? On a parlé du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil constitutionnel avec le professeur Jean-Louis Correa, mais ce ne sont pas que ces annonces. On parle même d'une CENI et d'un rééquilibrage des pouvoirs exécutifs, renforcement des pouvoirs du Premier ministre. Est-ce que ça ne pose pas problème parce que c'est des sujets qui pouvaient être évoqués lors du dialogue politique sur le système, lors du dialogue national sur le système politique? Alors, merci Georges. Bon niveau, je ne pense pas que cela puisse poser problème parce que les termes de référence sont différents. Le dialogue qui va se dérouler le 28 mai, je pense que c'est un dialogue où les gens discuteront du système politique. Mais la Commission électorale nationale indépendante, on ne peut pas le sortir du système politique, le Conseil constitutionnel non plus. Oui, tout à fait. Mais bon, en fait, moi j'ai écouté le conseil juridique du président. En quelque sorte, il est largement revenu sur les conclusions des assises de la justice. Donc c'est pourquoi je dis aujourd'hui, peut-être les termes de référence ne sont pas les mêmes. Le 28, on va se pencher plutôt sur le système politique sénégalais, la rationalisation des partis politiques, comment aujourd'hui aller vers une autorité indépendante qui va se charger des élections. Donc ça, moi, je pense que c'est des considérations qu'il faudrait prendre en compte. Maintenant, par rapport à votre question sur le maintien ou non du président de la République au sein du Conseil supérieur de la magistrature,
moi je voudrais rappeler, Georges, qu'il faut reconnaître que la société civile est tranchée sur cette question. Nous, à notre niveau, sur le départ au nom du président de la République, notre ONG, le Forum du Justiciable, avait eu une position tranchée sur cette question. Lors des assises de la justice, je rappelle que nous avions plaidé pour le maintien du président dans le Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi? Parce que, Georges, d'abord le départ du président de la République du Conseil supérieur, pour nous faire, et ça on l'a toujours dit, pour nous faire basculer vers ce qu'on appelle un gouvernement des juges, vers une république où les juges, Georges, deviendront extrêmement puissants. Et personne ne pourra les contrôler parce que tout simplement, il n'y a pas un arbitre qui pourra jouer le rôle, qui va essayer d'équilibrer les choses. Ensuite, le départ du président du Conseil supérieur risque de créer, et ça on l'a également soutenu, risque de créer un conflit de génération au sein de la magistrature. Les jeunes magistrats se verront des anciens, en tout cas, qui vont maintenant gérer leur carrière. Donc cela peut amener à du favoritisme, à des clans, à des lobbying, parce que tout simplement, il n'y aura aucune autorité qui sera là pour quand même gérer tous ces écarts-là. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les gens comprennent que, bon, c'est vrai qu'au niveau de la perception, et ça c'est une réalité, au niveau de la perception, tant que le président de la République siège au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, au niveau de la perception, les gens penseront toujours que c'est le président de la République qui aiguillonne la justice. Mais dans la pratique, moi je pense que la présence du président de la République au sein du Conseil supérieur de la magistrature, on peut rendre cette présence symbolique. Et le président de la République, je rappelle également que c'est le président de la République qui définit la politique pénale de ce pays. C'est le président de la République qui signe les décrets de nomination. Vous voulez dire, Babacar Ba, que cette réforme du Conseil supérieur de la magistrature ne suffira pas à garantir l'indépendance effective des juges? Non, en fait, déjà moi, quand on parle de l'indépendance de la justice, moi je pense que cette indépendance, Georges, il faut toujours la mesurer par rapport au juge du siège. Quand je parle du juge du siège, c'est le juge qui rend les décisions. Le parquet, nous savons tous que le parquet est rattaché au ministère de la Justice, qui est également rattaché à l'exécutif. Donc, moi je pense que des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, on va dire, vous, Conseil supérieur de la magistrature, ce n'est plus au ministre de la Justice qui va faire des propositions, mais maintenant, c'est vous, le Conseil supérieur de la magistrature, maintenant, c'est à vous de faire des propositions. Donc, bien, on revient à vous. Oui, très vite, on revient à vous dans un instant. Babacar Ba, pour donner à nouveau la parole à Jean-Louis Correa, surtout sur le rééquilibrage, Jean-Louis Correa, des pouvoirs exécutifs. Est-ce que ce rééquilibrage annonce une transition vers un régime parlementaire ou semi-parlementaire? Le rééquilibrage des pouvoirs... Des pouvoirs avec le renforcement des pouvoirs du Premier ministre. Bon, la nature du régime politique sénégalais est assez hybride. Cette nature est souvent en fonction de la personnalité des hommes qui sont à l'exercice. Oui, l'idée actuellement, c'est de renforcer les pouvoirs du Premier ministre. Oui, on pourrait répondre que oui, on va vers un renforcement du pouvoir du Premier ministre, mais quand même le régime donne une part très importante au président de la République qui définit la politique, etc. Donc si cela n'a pas changé, je pense qu'on sera toujours dans un modèle, dans un régime plus présidentiel qu'autre chose. Peut-être maintenant la volonté, c'est avec le régime actuel et le rapport qu'il y a entre le président de la République et le Premier ministre, cela incite peut-être à modifier un peu les choses, mais je pense que les réformes doivent être de façon plus globale et moins circonstancielle et circonstanciée. Ça doit être une réflexion plus globale. D'ailleurs, je pense que parmi les éléments de réflexion au niveau des assises relatives au système politique, il faudra réfléchir à ça, c'est-à-dire quel modèle politique et quel régime politique serait le mieux à notre système démocratique.
mais éviter de faire des réformes qui seraient liées à des circonstances politiques particulières. Des sujets qui ont été évoqués lors des assises de la justice dont vous étiez le rapporteur du comité scientifique. Est-ce que cette sortie, cette annonce du conseil juridique du chef de l'État ne donne pas raison à ceux-là qui disaient que le dialogue national ne servira qu'à valider ce renforcement voulu des pouvoirs du Premier ministre? Bon, en tout cas, au niveau des assises de la justice, il n'a pas été question de cela. Je ne veux pas m'aventurer sur des choses que je ne maîtrise pas. Pour avoir été rapporteur du comité scientifique, je n'ai pas souvenir qu'on ait parlé de ces questions. Par contre, ce que je peux dire, c'est que sur l'annonce de la création d'une cour constitutionnelle, effectivement, c'était un débat qui s'est posé et majoritairement, l'avis était de dire allons vers une cour constitutionnelle. Pas seulement, j'entends beaucoup de concitoyens dire oui, l'important ce n'est pas le passage d'un conseil à une cour. Oui, effectivement, ce n'est pas seulement un changement cosmétique de nom. L'idée, c'est dans les pouvoirs. Je donne un exemple, c'est la capacité, le pouvoir de saisine directe des citoyens, de saisir la Cour constitutionnelle, renforçant ainsi la constitutionnalité du citoyen, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, ça, je pense que c'est une avancée avec une Cour, parce que la recommandation des assises, c'est d'instituer une nouvelle justice, d'instituer de nouveaux organes et de réimaginer la justice sénégalaise. Et réimaginer la justice sénégalaise. Parce qu'actuellement, on n'est plus à l'heure du bilan, à l'heure des propositions, on est à l'heure de la mise en œuvre. À un moment donné, il faut mettre en œuvre ce qui a été décidé majoritairement. Et ce qui a été décidé majoritairement, c'est d'aller vers une cour constitutionnelle. Ce qui a été décidé, c'était de faire l'autorité de la justice. Mais le mix qui est proposé peut sembler être une bonne chose. Maintenant, il y a le moment de la mise en œuvre et ensuite le moment de l'évaluation de cette nouvelle politique publique. Et pour moi, il faut mettre en œuvre en ce moment. Et après, on va évaluer pour voir ce que l'on a mis en œuvre, est-ce que c'est bon ou pas. Mais il me semble qu'avoir un espace dans lequel aussi bien les magistrats que les autres acteurs de la société civile et les autres acteurs de la justice et de la société civile se retrouveraient pour discuter de la justice en général, cela renforce la capacité de tous ces acteurs d'avoir leur mot à dire, d'avoir leur idée à faire prévaloir. Mise en œuvre, oui, mais faisabilité également. Professeur, est-ce que ces réformes nécessitent une révision constitutionnelle ou une nouvelle constitution? Ah oui, effectivement. Il va falloir là, une fois que le tour de la question aura été fait, et le tour de la question, c'est les assises de la justice, mais c'est également les assises qui sont projetées. Et les assises qui sont projetées sur le système politique vont nécessiter à terme une réforme de la Constitution. Prenons l'exemple du passage d'un conseil à une cour, il faudra l'inscrire dans la Constitution. Et donc, beaucoup d'autres organes qui vont être créés, le Conseil supérieur, donc, ainsi de suite. Donc, inéluctablement, on va aller vers une réforme de la Constitution. Le président de la République dira quelle forme cette réforme prendra, etc. Loi constitutionnelle, référendum, etc. On ne sait pas. Ils le diront. Mais inéluctablement, il faudra aller vers une réforme de la Constitution pour prendre en charge tout ce qui devra changer dans le système politique de façon globale et judiciaire du Sénégal. Merci Jean-Louis Correa, juriste enseignant à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, rapporteur du comité scientifique des assises de la justice. Je termine avec vous, Babacar Ba. D'abord sur la réforme électorale, une CENI à la place de la Sénat pour assurer la transparence et l'équité des processus électoraux. Une CENI qui sera détachée du ministère de l'Intérieur. En quoi la nouvelle CENI serait-elle plus indépendante que la CENI actuelle et quelles garanties institutionnelles, Babacar, devraient être mises en place pour éviter toute manipulation politique de cette structure? Bon, déjà, moi je pense que ça va être
une commission ou bien une autorité, tout dépend de l'appellation, qui sera indépendante. Donc indépendante du point de vue de l'organisation, mais également indépendante par rapport au mode de nomination. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se fait dans tous les pays, surtout au niveau de la sous-région. Donc je pense que c'est dépassé aujourd'hui d'avoir une commission qui est logée au niveau du ministère de l'Intérieur, en tout cas, ou qui est sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc je pense qu'effectivement, pour cette réforme, nous, on est tout à fait d'accord. Il faut aller vers une haute autorité indépendante chargée des élections. Et dans ce cas également, une fois que l'autorité est installée, il faudrait quand même qu'on insiste sur le mode de désignation ou bien sur le mode de nomination en tout cas des membres qui vont siéger au sein de cette autorité ou bien au sein de cette commission qui sera indépendante. Et pour ce qui est des réformes, on parlait de la mise en œuvre et de la faisabilité avec le professeur Jean-Louis Correa. Très rapidement, quel rôle la société civile et les universitaires devront-ils jouer dans ce processus? Bon, écoutez, je pense que déjà, on a déjà envoyé nos observations sur les termes de référence. Donc, la société civile a toujours apporté sa participation sur ces questions, sur les questions électorales. Et bon, quand on a reçu les termes de référence, nous avions apporté en tout cas des propositions. Oui, mais là, ça, c'est pour le dialogue. Oui. Je parle des réformes qui ont été annoncées par le Conseil juridique du chef de l'État, le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de la magistrature, entre autres. Tout à fait. Maintenant, déjà, pour les réformes, je dis, nous, on a participé à ces réformes-là. On a participé aux assises de la justice. Et déjà, c'est heureux d'entendre que le Conseil juridique du président de la République nous dit qu'on va aller vers une cour constitutionnelle. Ça, je pense que ça a été une vieille doléance de la société civile. Parce qu'aujourd'hui, Georges, vous, en tant que citoyen, vous n'avez pas la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel. Maintenant, quand on tend vers une cour constitutionnelle, cette cour, en tout cas, se verra ses pouvoirs élargis, qu'on puisse donner aujourd'hui la possibilité aux organisations de la société civile, sur des questions définies, sur des questions électorales, qu'on puisse quand même saisir le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, on n'a pas ce pouvoir, mais également qu'on puisse instaurer le débat contradictoire au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc je pense que par rapport à ce débat-là, c'est Merci. Maintenant, je voudrais terminer en une seconde. Georges, c'est déjà fini cette seconde. En fait, je voudrais attirer l'attention de l'opinion sur le départ au nom du président de la République au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Il faudrait qu'on dépassionne le débat. Moi, je pense qu'on perdrait aujourd'hui à extirper le président de la République du Conseil supérieur de la magistrature parce que personne ne sera là pour arbitrer. Vous êtes pour son maintien, pour qu'il reste au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Le Burkina l'avait fait et ils ont amèrement regretté. Merci, vous aurez la possibilité de développer sur tout cela. Babacar Ba, président du Forum du Justiciable dans la version Wolof de Point de Vue, un journal qui vous sera présenté par El Hadj Ndiogou. C'était Point de Vue, c'était le journal. Merci à Aliouba qui a assuré la partie technique, El Hadj Ndiogou à la coordination, à Ombaï, chef d'édition, Yassine Pouy à la digitalisation. Dans moins de 5 minutes, le journal en Wolof. Bonne suite des programmes sur Radio Futur Média. Bon après-midi à toutes et à tous.